Ce dimanche, le Rassemblement national et ses alliés sont arrivés en tête du premier tour des élections législatives et semblent aux portes du pouvoir. Alors dimanche soir, le nouveau Front populaire ainsi que le camp d'Emmanuel Macron ont lancé des discussions et des déclarations visant à éviter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Mais alors, quelle est réellement la position de chaque parti et surtout comment est-ce que tout cela pourrait influencer le vote dimanche? Au-delà de ce sujet-là, on va évidemment voir aussi les dernières informations importantes de cette semaine de campagne décisive. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Alors d'abord, en complément de la vidéo qu'on a publiée dans la nuit de dimanche à lundi, on a désormais les résultats définitifs qui ont été publiés par le ministère de l'Intérieur. Premier enseignement, le Rassemblement national et ses alliés LR ont récolté 33,15% des voix. En seconde position, on retrouve le nouveau Front populaire avec 27,99% des voix. Et enfin, on retrouve ensuite les formations du camp présidentiel réunis sous la bannière Ensemble, qui sont 3e avec 20,04% des voix. Si vous voulez le détail de ces résultats, on l'a mis notamment sur notre compte Instagram. Et dans le détail aussi, il faut savoir que aux yeux du ministère de l'Intérieur, dans leur décompte, eh bien, le Rassemblement national et ses alliés LR sont deux groupes différents. Et donc, on voit ainsi que eh bien, le RN seul, les candidats du Rassemblement national seuls, sans les alliés LR venus avec Éric Ciotti, obtiennent 29,25% des voix. Et à noter par ailleurs, pour avoir le contexte déjà sur les résultats définitifs avant de passer à la suite, que eh bien, ce scrutin il a donc été marqué par une très forte participation. On termine avec 66,71% des électeurs qui sont allés voter. C'est tout simplement un record pour des élections législatives depuis 1997. Par ailleurs, ce que l'on peut noter avec ce premier tour, c'est que 76 députés ont été élus dès le premier tour des législatives. Ils ont donc obtenu plus de 50% des suffrages exprimés. Sur ces 76 députés, il y en a 39 qui appartiennent au Rassemblement national et qui arrivent donc directement à l'Assemblée. On peut par exemple citer Marine Le Pen qui a été élue dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, ou encore Sébastien Chenu, le vice-président du RN, qui a été élu dans la 19e circonscription du Nord. En dehors du RN, c'est notamment 32 députés du nouveau Front populaire qui ont été élus dès le premier tour. On retrouve notamment Manuel Bompard dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu dans la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, ou encore Mathilde Panot dans la 10e circonscription du Val-de-Marne. Alors, à quoi ressemblent les positions de chaque parti désormais et pourquoi est-ce aussi crucial dans la situation actuelle et le résultat notamment que nous pourrons donc découvrir dimanche soir? Bon, déjà, j'ai conscience de l'avoir rappelé plusieurs fois dans ce format des actus du jour, mais rappelons tout de même en une phrase rapidement le contexte pour saisir l'enjeu. Dans le cas où un parti ou une alliance finit en tête mais obtient moins de 289 députés, donc moins que la majorité absolue, et bien globalement dans la situation actuelle, faut dire les choses, ça plonge pas mal le pays dans l'inconnu, ça dépend du camp qui arrive en tête, ça dépend des éventuelles alliances, donc tout ça, si jamais c'est le cas, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Par contre, ce que l'on sait en l'occurrence aujourd'hui, c'est que si un parti ou si une alliance obtient une majorité absolue à l'Assemblée nationale, eh bien elle débarque au gouvernement avec un Premier ministre et ses ministres. Mathématiquement, au vu des résultats du premier tour dans les différentes circonscriptions, donc dans les différents territoires, il n'y a que le Rassemblement national et ses alliés qui sont capables éventuellement d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale dimanche soir. Sans rentrer dans les détails, pour une majorité absolue, aujourd'hui que ce soit le camp présidentiel ou même le nouveau Front populaire sont trop loin pour y parvenir. Alors face à cela, le camp présidentiel ainsi que l'alliance des partis de gauche du nouveau Front populaire tentent d'empêcher une victoire de l'extrême droite avec une majorité absolue. Les élections législatives se jouent, on le disait, à l'échelle locale et donc dans certaines circonscriptions, donc certains territoires, ce n'est pas 2 mais 3 candidats qui ont réussi à se qualifier pour le second tour, le tout en obtenant suffisamment de voix. C'est ce que l'on appelle donc une situation de triangulaire avec 3 candidats au second tour. Or, une telle situation, elle peut profiter au Rassemblement national. En effet, les électeurs qui souhaitent éventuellement empêcher la victoire du Rassemblement national peuvent être tiraillés entre voter pour le candidat qu'ils préfèrent ou alors voter pour l'autre candidat le plus à même de bien terminer devant le Rassemblement national dans la circonscription. Et c'est pour cette raison que le camp présidentiel ainsi que le nouveau Front populaire ont déclaré que si l'un de leurs candidats était en 3e place dans une triangulaire, donc était le 3e candidat qualifié au second tour, mais le candidat avec le moins de voix dans la circonscription, eh bien
bien, il devait se retirer et laisser l'autre candidat qui est face au RN affronter donc seul le RN au second tour. Et là, en l'occurrence, c'est extrêmement important d'aller dans le détail du côté du nouveau Front Populaire. On en a déjà parlé dans la vidéo qu'on a publiée dans la nuit de dimanche à lundi. De leur côté, la consigne est très claire. Si leur candidat est troisième, il doit se désister au profit, par exemple, du candidat Ensemble qui sera arrivé en seconde position. Il y a un exemple assez marquant de tout cela, c'est dans le Calvados avec l'ex-première ministre Elisabeth Borne, donc du camp d'Emmanuel Macron, qui est arrivé deuxième dans le Calvados derrière le Rassemblement national. Et donc face à cela, Noé Gauchard, qui est candidat du nouveau Front Populaire, qui a été qualifié au second tour, mais en troisième position, a annoncé qu'il se désistait et donc qu'il retirait sa candidature pour le second tour. Il pointe du doigt, je cite, la responsabilité d'Elisabeth Borne et du gouvernement qui a mis dos à dos l'extrême droite et la gauche humaniste et progressiste, mais il déclare aussi, et je le cite encore, nous refuserons toujours d'être soit complices, soit coupables de l'accession de l'extrême droite au pouvoir. Mais du côté du camp présidentiel, je vous le disais hier, la consigne est un petit peu plus floue, même si elle a tout de même été précisée un petit peu depuis, on va voir ça ensemble. Concrètement, Emmanuel Macron a déclaré que, je cite, face au Rassemblement national, l'heure est à un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour. Le Premier ministre Gabriel Attal a quant à lui indiqué, je cite, que pas une voix ne doit aller au Rassemblement national au second tour. Il a appelé donc au désistement des candidats du camp d'Emmanuel Macron, je cite, dont le maintien en troisième position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend les valeurs de la République. Il a par ailleurs évoqué le désistement de candidats Ensemble dans plus de 60 circonscriptions. Ici, en fait, le flou principal du côté du camp d'Emmanuel Macron, il est autour de la France Insoumise, que le camp présidentiel a régulièrement ciblé ces derniers jours. On le voit notamment du côté de Yael Braun-Pivet, proche d'Emmanuel Macron, qui déclare, je cite, l'immense majorité du bloc de gauche est républicain et donc on peut sans difficulté appeler à voter pour eux. Donc pour, je cite, les écologistes, les socialistes et les communistes. Mais pour ce qui est des candidats de la France Insoumise, elle estime qu'il faut faire au cas par cas et voir donc s'il faut se désister selon les situations. Pour résumer donc en deux mots, on observe trois grandes formes de position du côté du camp présidentiel. Ceux dans le camp présidentiel qui disent qu'ils doivent se retirer dans tous les cas s'ils sont en troisième position dans une situation de triangulaire. Ceux qui estiment ensuite qu'il faut voir au cas par cas dans le cas donc d'un candidat à la France Insoumise dans cette triangulaire. Et enfin, ceux comme par exemple Édouard Philippe, allié du camp présidentiel mais à la tête de son propre parti nommé Horizon. Édouard Philippe qui déclare, je cite, aucune voix ne doit se porter sur les candidats du RN ni sur ceux de la France Insoumise. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que effectivement, en fonction des situations locales, il y a différentes postures. Par exemple, la candidate du camp présidentiel, Alban Branlant, qui est arrivée troisième au premier tour et donc qualifiée pour le second tour dans la première circonscription de la Somme, eh bien, elle a déclaré qu'elle se retirait alors que les deux autres candidats sont une candidate RN ainsi qu'un député sortant du nouveau Front Populaire. Et en l'occurrence, il s'agit de François Ruffin. Mais à l'inverse, pour donner un autre exemple, le candidat Ensemble Loïc Signor, qui est arrivé en troisième circonscription dans la troisième circonscription du Val-de-Marne, a décidé de maintenir sa candidature au second tour. Il a obtenu 23,77% des suffrages derrière le candidat RN Arnaud Barbotin et derrière aussi le candidat de la France Insoumise Louis Boyard qui a atteint 42,17% des voix. Il décide donc dans cette situation de son côté de maintenir sa candidature. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette forme de flou a fait bondir la gauche ce matin qui estime que l'absence de désistement dans ces situations de triangulaire maximise la possibilité d'une majorité absolue à la fin et donc dimanche soir pour le Rassemblement national. On peut noter notamment la déclaration du premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, qui a critiqué, je cite, un message confus des responsables du camp d'Emmanuel Macron et qui a demandé à ce qu'il lance, je cite, un appel clair à la mobilisation pour la République. Selon lui, les élus du camp d'Emmanuel Macron ont bénéficié justement des voix de la gauche en 2017 et en 2022, lorsque il y avait eu des appels à faire barrage contre le Rassemblement national en votant notamment pour Emmanuel Macron. Pour lui, je cite,
maintenant c'est à leur tour de faire en sorte que l'extrême droite ne puisse pas gouverner. Dans le prolongement de tout cela, Marine Tondelier, qui est la chef des écologistes et qui était sur France Inter ce lundi matin, a dénoncé, je cite, le comportement de lâche et de privilégié du ministre de l'économie et proche donc d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, estimant que Bruno Le Maire et le camp présidentiel se trompaient de combat, alors qu'aujourd'hui il est impossible pour le nouveau Front Populaire d'obtenir une majorité absolue et que la France Insoumise n'est qu'une partie de ce même Front Populaire. Enfin, pour terminer sur les déclarations et sur les réactions depuis hier soir, du côté du Rassemblement national, on en parlait hier, Marine Le Pen et Jordan Bardella appellent leurs électeurs à soutenir leur parti pour obtenir une majorité absolue dimanche. Par ailleurs, dans une lettre qu'il a publiée sur son compte sur X, Jordan Bardella appelle, je cite, à amplifier la mobilisation. Ce lundi, au passage, on peut aussi noter que Jordan Bardella s'est dit prêt, je cite, à débattre avec Jean-Luc Mélenchon avant le second tour des élections législatives, estimant que deux choix s'offrent aux Français. Jean-Luc Mélenchon a répondu dans la foulée, reconnaissant qu'il y a, je cite, besoin d'un débat entre les deux projets pour les Français, mais il a renvoyé vers d'autres cadres de la France Insoumise. Dans la foulée, Marine Tondelier a également réagi, s'adressant directement à Jordan Bardella sur X, annonçant que c'est à son tour de représenter la coalition de la gauche pour un troisième débat. Dans tous les cas, on suivra évidemment tout ça cette semaine et on se plongera dans un certain nombre de ces questions cruciales. Vous le savez, en plus de ce format des actus du jour sur YouTube et en podcast audio, on met aussi beaucoup de choses directement sur Instagram. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le Premier ministre Gabriel Attal a suspendu ce dimanche soir la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage, quelques minutes après les résultats des élections législatives et notamment ceux du camp présidentiel. Alors, les règles actuelles de l'assurance chômage n'était valable que jusqu'à ce dimanche et un décret a donc été pris ce lundi pour prolonger les règles existantes et éviter tout vide juridique. Cette réforme, dénoncée par l'opposition et les syndicats, prévoyait de durcir en fin d'année les conditions pour obtenir les allocations chômage et réduire la durée maximale d'indemnisation. À voir si cette réforme fera l'objet d'aménagements alors que le nouveau Front Populaire et le Rassemblement national envisagent tous les deux de supprimer cette réforme s'ils accèdent au pouvoir. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, la Hongrie, un pays d'Europe de l'Est, a pris ce lundi la tête du Conseil de l'Union européenne pour les 6 prochains mois. En fait, tous les semestres, un pays membre de l'UE prend la tête de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle une présidence tournante. Le Conseil de l'UE, avec le Parlement européen, est notamment chargé d'amender et d'adopter les lois proposées par la Commission européenne, l'une des principales instances de l'UE. Ça permet donc au pays chargé de la présidence de mettre en avant certains sujets qu'il juge prioritaires et de se sentir mieux représenté au sein de l'Union européenne. Cette nouvelle présidence de la Hongrie est donc assurée par son Premier ministre Viktor Orban. Mais le truc, c'est que les États membres de l'UE restent vigilants par rapport à cette présidence. Viktor Orban, qui est un proche du président russe Vladimir Poutine, est souvent critiqué par son atteinte aux droits des personnes LGBT ou encore des demandeurs d'asile. Le slogan de cette présidence est d'ailleurs Make Europe Great Again, en référence au slogan de l'ex-président américain Donald Trump, Make America Great Again. De son côté, la Hongrie a affirmé qu'elle agirait, je cite, en tant que médiateur impartial. On suivra ça. Troisième actu en France, les cinéastes Benoît Jacot et Jacques Doyon ont été placés en garde à vue ce lundi pour des accusations de violences sexuelles. Les deux hommes sont accusés par plusieurs actrices, dont Judith Godrèche, de violences sexuelles. Début février, Judith Godrèche avait accusé Benoît Jacot puis Jacques Doyon de viol sur mineurs de 15 ans et avait porté plainte contre eux. Les cinéastes qui contestent ces accusations ont donc été entendus à la direction régionale de la police judiciaire à Paris. Quatrième actu, l'ouragan Beryl, classé comme un ouragan de catégorie 3 sur 5, est extrêmement dangereux, avec des vents dépassant les 200 km/h, menace actuellement les Caraïbes. Selon le Centre national des ouragans de Miami, Beryl va entraîner, je cite, des vents catastrophiques, des marées de tempêtes potentiellement mortelles et des vagues destructrices. Les Antilles devraient être touchées, une vigilance ouragan est entrée en vigueur pour les îles de la Barbade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines et Grenade. L'état d'urgence a aussi été déclaré sur l'île de Tobago. Un tel ouragan qui survient aussitôt dans la saison est très rare, mais le changement climatique rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et dévastateurs. La saison cyclonique 2024 est également annoncée par Météo France comme une des plus intenses en la matière. Cinquième actu, près de 8 Français sur 10 partiront en voiture pour leurs vacances cet été, selon un sondage réalisé par l'IFOP. Selon le sondage, 76% des vacanciers qui partent en voiture la prennent principalement pour pouvoir visiter facilement les environs de leur lieu de vacances, 60% d'entre eux pour pouvoir transporter plus de bagages, et pour les 38% restants, il s'agit d'une question d'économie car ils estiment que la voiture leur coûte moins cher que le train ou l'avion. Pour vous donner une idée, selon un sondage réalisé fin mai par OpinionWay, seulement 14% des personnes interrogées choisissent leur moyen de transport pour des raisons écologiques, en sachant que la voiture est l'un des moyens de transport le plus polluant avec l'avion. Et on finit avec cette actu, le brevet des collèges a débuté ce lundi pour les près de 860 000 élèves de 3e en France. Les épreuves de français ont lieu ce lundi matin, suivies par les maths l'après-midi. Ce mardi, ils seront évalués sur l'histoire, géographie et l'éducation morale et civique le matin, puis la technologie et la physique-chimie l'après-midi. Les résultats du brevet seront rendus publics à partir du 8 juillet jusqu'au 12 juillet, académie par académie. Bon courage à tous ceux qui le passent.
Merci beaucoup Samy pour ces actualités en bref. Alors je pense que vous le savez, mais ce format des actus du jour, il est aussi disponible en version podcast, donc en version audio. Rendez-vous pour ça directement sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.